vraiment, j'étais très très heureux d'être invité ici, c'est un honneur et merci. Et pour une raison en particulier lexicale, c'est que le mot de tension, je le trouve très important et je l'utilise très régulièrement dans des cours sur le fonctionnement des organisations, auprès de cadres lors de conseils et autres. Je pense que c'est intéressant de le prendre d'emblée, pas d'emblée comme signifiant des problèmes, ce qui a été pourtant remarquablement illustré à l'instant, mais comme renvoyant, et il y a des médecins dans la salle, donc vous le savez évidemment bien mieux que moi, mais à l'idée de tension artérielle, une tension énergétique, que j'interprète pour ma part comme étant un mouvement permanent, un déséquilibre sans cesse rattrapé. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on peut dire que les organisations, non seulement sont traversées par des tensions, mais elles sont une série de tensions. Et le rôle des acteurs dans les organisations, quel que soit leur niveau, c'est de les jouer. Et on dit de les manager à notre époque parce qu'on est anglicisé, en tout cas de tenter de faire avec et de se débrouiller. Alors pour être très concret, je voudrais en évoquer certaines qui, à mon avis, épuisent l'histoire de la théorie des organisations, qui sont de bon sens, mais il y en a des tonnes d'autres. La première, c'est la relation entre la division des tâches et la coordination des tâches. Je vais y venir très concrètement dans un instant. La découverte formelle, on pourrait dire, d'abord elle est très très ancienne, elle remonte en philosophie politique à peu près à 3000 ans, mais elle est formulée en théorie des organisations par Taylor, et ça a été évoqué il y a un instant, hein, les process, il faut bien diviser les tâches et les coordonner. Je souhaite souligner dans l'esprit de ce qu'on a entendu que nous sommes en plein néo-taylorisme, avec une néo-taylorisation très radicale, et quand on parle de centre d'appel, par exemple, comme vous l'avez fait, là voilà un exemple typique, mais ce n'est pas le seul exemple. Deuxième tension, alors très simple, tout à l'heure M. Moreau l'a évoqué, vous la connaissez là pour le coup encore bien mieux que moi-même évidemment, c'est le rapport entre les individus et les groupes ou individus collectifs, je ne creuse pas. La troisième, c'est quelque chose qui est imposé aux organisations, mais depuis toujours, et peut-être de manière exacerbée actuellement, le changement, la stabilité. Une organisation qui n'arrive pas à changer avec son environnement n'existe plus. Si elle change trop par ailleurs, elle perd son identité, elle disparaît aussi d'une manière ou d'une autre. La suivante, concernant le pouvoir dans les organisations, c'est le rapport entre collaboration et compétition, mais que j'aime bien exprimer d'une autre façon, en l'exprimant comme une tension sur un rapport entre désaccord et accord. Et je crois que si on est trop d'accord dans une organisation, c'est très dangereux. Un exemple malheureusement tragique, tout le monde était d'accord en 86 à la NASA pour lancer la navette Challenger. Quelques experts signalaient qu'il ne fallait pas la lancer. Ils n'ont pas réussi à se faire entendre parce que tout le monde était trop d'accord pour la lancer. Et une minute après le décollage, elle explose avec 7 personnes à bord. Donc, si une organisation ne cultive pas une capacité de désaccord en interne, et malheureusement l'exemple que je viens d'évoquer l'illustre de manière catastrophique et spectaculaire à la fois, il y a le très très gros risque qu'il y ait une implosion ou explosion de l'organisation d'une manière ou d'une autre. La tension sur laquelle je voudrais m'arrêter plus maintenant, mais qui draine les autres, et qui à mon avis est très très constitutive des organisations, toutes le sont, elles ont toujours existé je pense, mais elles sont exacerbées à notre époque, de dire qu'à court terme, nous attendons, je dis bien nous, parce qu'une des questions qu'a dites M. Moreau me semble très importante, est-ce que ce dont nous parlons ne concerne que le travail? Pour ma part, je ne crois que non. Je crois que ce que j'évoque maintenant concerne nos vies, sur tous les plans, y compris nos vies personnelles, et j'en veux pour signal de ceci que, au sens d'Aristote, la vie politique commence par la vie familiale. Autrement dit, la vie collective, la vie organisationnelle, elle est déjà dans nos vies familiales, nos vies personnelles. Et je vais vous préciser pourquoi je dis ça, c'est que je pense qu'à court terme, on peut dire que nous attendons tous à notre époque que n'importe qui délivre, et je fais exprès de prendre ce mot qui est un anglicisme, que n'importe qui délivre ou performe, c'est encore plus laid, mais qui vient aussi de to perform, etc., délivre et produise de manière optimale, maximale, le mieux qu'il ou elle peut, qu'il ou elle le fasse immédiatement, l'immédiat a été évoqué précédemment, ce n'est pas pour plus tard qu'on attend la performance, qu'il ou elle le fasse constamment, on ne demande pas une performance de temps en temps, mais toujours. Et dernier point qui a été largement évoqué au travers des processus de reporting, d'audit et autres, de manière visible. Actuellement, à notre époque, si quelqu'un est très très efficace mais discret ou discrète,
je crains qu'il y ait comme une déduction inconsciente, il est ou elle est nulle. Donc c'est embêtant, il faut absolument montrer ce que l'on fait en faisant. Ça c'est le court terme. Et le long terme, je ne prendrai pas le temps de développer, ne serait-ce parce qu'à court terme je vais être arrêté, mais le long terme, je pense qu'on peut le caractériser par quelque chose de tout à fait intéressant qui est que qui est bien compréhensible si on dit ceci. L'avenir, je crois que c'est très important de se dire qu'on ne le connaît jamais. Et à ce propos, du coup, moi je n'aime pas du tout les questions portant sur le pessimisme ou l'optimisme, parce que dans ces cas-là, on se prononce souvent comme si on connaissait l'avenir. Je crois que l'avenir, pour la simple raison du fait qu'il n'est que à venir, il n'existe pas encore, donc on ne peut pas le connaître strictement parlé. On peut l'espérer, on peut le craindre, on peut tenter de le scénariser, mais on ne peut pas le connaître, on ne connaît que ce qui a déjà eu lieu. Et du coup, je pense qu'on peut dire que le long terme, qui renvoie tôt ou tard à l'incertitude, il a lieu maintenant. Si l'avenir, c'est l'incertitude, c'est des choses qu'on ne connaît pas, mais qu'il faut quand même risquer des comportements, il faut essayer d'y aller, il faut, comme dirait René Char, serrer son bonheur et courir vers son risque, en quelque sorte. Je transforme un peu la citation célèbre, mais en gros, saisir sa chance, serrer son bonheur et aller vers son risque, il ajoute qu'à regarder les autres s'habitueront, ça serait pas mal qu'on sache le faire tous, mais ça veut dire que ce que j'ai à l'esprit, c'est que c'est à chaque instant. Or, si je creuse cette tension, court terme égale produire le maximum immédiatement, constamment, et le montrer. Deuxièmement, être capable du long terme, c'est-à-dire être capable de l'incertitude, de fonctionner sans savoir où l'on va, et que c'est pas si grave. Ce sont deux attitudes fondamentalement contradictoires. Parce qu'à court terme, pour délivrer au maximum, tout de suite, tout le temps et en le montrant, on est tôt ou tard amené à répéter des choses que l'on sait déjà faire, qui ne sont donc pas risquées. Alors que le long terme ou le futur, ce qu'on ne sait pas encore, demande d'oser avec audace mais sérénité des comportements, des opérations, des actions dont on ne sait pas du tout si elles seront en effet efficaces. Et je crois qu'on renvoie à la complexité qu'on a entendu évoquer à l'instant, juste avant que je n'intervienne. Cette tension, là où je souhaite en venir, c'est que je pense qu'elle est objectivement contradictoire. Elle est peut-être souhaitée par certains, mais je crois que c'est très rare, et que nous sommes dans une situation mondialisée où il y a une exacerbation de cette tension entre court terme et long terme. Elle est exacerbée entre autres pour des raisons de structure liées peut-être au capitalisme contemporain. Je vais le dire très très brièvement, mais quand il y a des systèmes d'actionnariat qui font que des actionnaires attendent des retours sur investissement visibles, au maximum, constants, et augmentant éventuellement, et dans l'immédiat, c'est contradictoire avec le fait d'innover, d'entreprendre et d'aller vers son risque, d'accepter un coût d'investissement sans savoir s'il y aura un retour sur investissement de manière absolument certaine. Donc il y a actuellement dans le monde entier, du fait d'une idéologie très envahissante, qui a sa vertu sur un certain plan, mais dès qu'elle est unilatérale, elle est très dangereuse, libérale et néolibérale très dure, et qui sépare le monde financier des autres mondes, économiques, industriels, sociaux. Et du coup, il y a en effet tôt ou tard, au sein des organisations, une mise en tension et des injonctions contradictoires très très lourdes. Je voudrais, en vérifiant à peu près le temps qu'il me reste, je voudrais donner un exemple de ceci, deux exemples qui concernent le milieu de l'aviation, pour mettre en relief comment je crois qu'il est malheureusement et heureusement, vous allez voir, intéressant d'aborder la question. Pour ce faire, une toute petite anecdote, j'étais en Angleterre il y a quelques mois à un colloque où j'ai eu une très très grande peur parce que j'étais à peu près le seul homme avec 10 autres hommes parmi 300 dames dans un colloque sur les études de genre. Alors, je vous garantis que je n'en menais pas l'âge. Un chauve barbu qui ose prétendre parler des genres. Voilà. Et la raison pour laquelle je vous l'évoque, c'est que la conférence plénière de ce colloque initial a été très intéressante. Les dames, parce que c'est en majorité des dames qui ont parlé, les 10 hommes sur 400 personnes, à peu près 400 plutôt, on était très isolés, mais c'était très intéressant et puissant. Elles ont dit, on a un monde libéral, très très dur, on a un monde de contrôle, et on a un monde de désincarnation. Et je crains qu'elle n'ait pas tort. Je vais très très rapidement décrire ceci. Pourquoi l'aviation ? Je voudrais rappeler dans les grandes lignes, parce qu'il y a une forte controverse autour de ce qui s'est passé, bien sûr, mais la catastrophe du Rio-Paris, entre autres,
est due, je dis bien entre autres, au fait que les pilotes dans le cockpit n'ont pas de marge de manœuvre complète, on en parlait sur les marges de manœuvre, sur ce qu'ils font dans l'avion. Autrement dit, il y a certaines circonstances où les pilotes automatiques ont pour prescription internalisée à l'avance qu'il faut interdire aux pilotes de prendre la main sur l'appareil, dans certaines circonstances. Et il aurait fallu que les pilotes aient une formation plus approfondie qu'ils n'avaient pour désenclencher, en particulier, si vous vous souvenez du problème de vitesse, la perception, si je puis dire, des vitesses par le pilote automatique de l'avion, auquel cas ils auraient pu reprendre le contrôle de l'avion. Tout s'est passé très vite, c'est très controversé. La question, c'est la faute à qui, aux machines ou aux hommes. Je crains qu'on puisse dire que la néo-taylorisation conduit l'humanité entière actuellement à faire une confiance très excessive aux machines. Et quand je parle de machines, je parle aussi de machins, c'est-à-dire de règles et de règlements et de protocoles et de process. Et je souhaiterais exemplifier dans l'autre sens ce que je viens de dire par une situation qui a été un salut, qui a été remarquable, qui est aussi dans l'aviation, qui est, souvenez-vous, cet avion qui a améri avec succès, ce qui ne se fait quasiment jamais, parce qu'un avion qui amérit sur l'eau et qui n'est pas fait pour ça, à 99 risques sur 100 d'exploser à l'arrivée, c'est l'amérissage de l'avion de l'US Airways sur l'Hudson en 2009. Et c'est très contradictoire avec ce qui s'est passé dans le vol d'Air France du Rio-Paris. Dans le Rio-Paris, brusquement, les pilotes ne comprennent pas très bien ce qui se passe et ne parviennent pas à reprendre la main sur l'avion. Et la situation donne le résultat que je viens d'évoquer, que nous savons malheureusement tous. Dans l'autre situation, je souhaite la décrire un peu plus au long, elle est très intéressante. Décollage parfaitement routinier, tranquille. Au bout de quelques secondes, malheureusement, un vol d'oiseau se trompe de route, passe devant les moteurs de l'avion. C'est malheureux pour les oiseaux et pour les moteurs de l'avion. En pleine ascension, à plein pot, à basse vitesse, basse altitude, l'avion perd ses deux moteurs. Il reste un tout petit peu de poussée sur l'un d'eux qui va permettre de faire la manœuvre et d'arriver sur l'autre sol. Le commandant de bord, et là c'est très très intéressant en termes de protocole, demande au copilote, regarde les protocoles. Et vous savez peut-être que les pilotes, et s'il y a des pilotes parmi vous, vous le savez bien mieux que moi, ils ont au moins 3 bibles qui leur décrit tout ce qu'il faut faire en cas de toutes les pannes possibles du monde. Et très professionnel, le copilote répond à son commandant de bord, c'est en quelques secondes, j'ai déjà regardé, remarquable professionnel, il n'y a rien. Et étonnamment, je crois qu'on peut dire que c'est une chance. Alors, on ne sait pas ce qui se serait passé s'il y avait eu un protocole. Le protocole existe pour la perte des 2 moteurs en vol de croisière ou en vol de descente, mais pas en ascension. On pense que c'est tellement impossible à gérer, peut-être qu'on ne peut pas imaginer ça. Du coup, pas de protocole, débrouillez-vous. Sur ce, le commandant de bord dit à la tour de contrôle une phrase devenue désormais célèbre. Je la livre en anglais parce qu'elle est avec toute la solennité. We will end up on the Hudson. Il ne dit pas we will land on the Hudson. C'est pour ceux qui sont anglophones. En gros, on va finir sur l'Hudson. Il ne sait pas comment. Et la tour de contrôle, qui entend parfaitement le propos, répond de manière parfaitement à propos. La piste temps est dégagée pour vous à l'aéroport de départ. Et c'est drôle parce qu'ils se sont sauvés, mais ils ne seraient pas sauvés, ça aurait été tragique. Mais là, c'est vrai que c'est heureux d'en rire. Et c'est un dialogue de sourds formidable. Et je rappelle que quand une tour de contrôle dit ça, c'est un ordre. C'est pas une observation d'autre, tiens, vous pourriez faire ça, c'est vous revenez. Le commandant de bord ne répond même pas, désobéissance notoire, et je vais y revenir, et demande à son copilote, tu vois une autre solution? Mais c'est très intéressant parce que cette petite question crée une communication extrêmement efficace parce que le copilote répond non. Autrement dit, il exprime un accord profond sur le fait qu'à partir de là, souvenez-vous les tensions, ils vont diviser les tâches suivant un protocole qu'ils connaissent très bien et se coordonner. Autrement dit, le commandant de bord va amener l'avion jusqu'à l'amérissage pendant que le copilote va préparer l'avion pour l'amérissage. Lequel l'avion n'est pas fait pour ça. Donc il faut fermer des tas de trucs, je ne suis pas spécialiste, mais en gros, il y a toutes sortes de manœuvres pour diviser. Alors, donc là, diviser les tâches et les coordonner en même temps est capital. Or, ils le font par un seul échange. Ils avaient d'autres solutions possibles, mais qu'ils estimaient impossibles. 3 aéroports de secours qu'ils pensaient être trop loin, et puis les autoroutes, mais le temps de dégager l'autoroute, tout c'était fini. Succès colossal, on le sait, héroïsme du commandant de bord, etc., mais sur la base d'une communication impeccable avec un copilote qui est d'accord avec lui pour ce risque dont ils ne savent pas du tout ce qu'il va donner. Ils servent leur bonheur, ils vont vers leur risque, mais ils ne savent pas du tout ce que ça va donner. Et en même temps, accusation du commandant de bord, poursuite en justice, parce que ça coûte cher de sortir un Airbus de l'eau.
je caricature à peine, l'argument a été donné, et aussi, merci, parce qu'il a désobéi à la tour de contrôle. Il y a une subordination quasiment là. Et donc évidemment on l'accuse, et la réponse était très simple, faites une simulation avec le poids, la vitesse, l'altitude, la position, et regardez si on serait retourné avec succès à l'aéroport initial. Non, il se serait craché sur Manhattan. Donc, autrement dit, il y a une preuve formelle par simulation qu'en effet, intuitivement, l'équipage a eu raison. Pourquoi j'évoque ça? C'est que je crains que les deux événements, la catastrophe de l'un et le succès extraordinaire de l'autre, s'il y a quelque chose que tous les acteurs dans les organisations doivent jouer, mais qui s'intensifie de manière très délétère actuellement, on est, dans le cas de Hudson, sur une gestion de la tension court terme-long terme. À court terme, tous les protocoles sont mis à l'œuvre comme il faut, dans les circonstances où c'est possible, et puis il y a des lieux où il n'y a pas de protocole, souvenez-vous, hein, regardez les protocoles, ah ben j'ai regardé, il n'y a rien. Ça c'est de l'incertitude, mais qui est active ici, maintenant, tout de suite. Donc cette tension court terme-long terme, on pourrait l'exprimer sous forme contrôle, non-contrôle. Et le point que je voudrais ici dire, pour conclure cette première étape de la discussion, c'est dans le monde entier, je pense, nous sommes tous pris dans un souhait de contrôle qui est fébrile, je pense parce que nous avons à la fois peur de la mondialisation et parce que nous sommes pris dans une culture du contrôle qui nous fait croire que le contrôle est exclusivement la bonne façon de faire les choses. Je sais qu'ici, ça n'est pas le cas. Mais la majorité des gens qui subissent des pathologies ou des situations très problématiques que vous rencontrez pour les aider sont pris dans des situations où, très inconsciemment, il y a l'hypothèse que le contrôle est la seule réponse. Et du coup, on perd la compétence à gérer l'incertitude. Moi, je ne prétends pas l'avoir, cette compétence. Je crois qu'il faut sans cesse la cultiver. Mais c'est cette tension-là qui fait qu'il y a de plus en plus de... On est de plus en plus désarçonnés. Et ce que M. Douillet a dit sur, par exemple, la complexification des tâches et des objectifs, mais elle a toujours existé. Moi, je crois que c'est assez compliqué de traverser une vallée où il y a un tigre avec les dents de sabre et pour aller chercher à manger. Je ne suis pas sûr que je l'aurais fait, ça aurait été assez complexe. Donc, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de véritablement nouveau, si ce n'est nos attentes. Et j'ai beaucoup aimé quand on a entendu que nos attentes sont énormes en France par rapport au travail, mais je crois que ce n'est pas seulement en France, dans le monde entier. Nous sommes dans des attentes de perfection. Et ça, c'est embêtant. Et je suis sûr que ça, vous le savez bien mieux que moi. Je crois qu'il faudrait d'abord travailler sur les attentes pour apaiser les choses, et de manière à ce qu'on réapprenne à vivre dans l'incertitude, en sachant qu'on ne sait pas. Et là, je voudrais finir en philosophie, puisque tout à l'heure, je crois que M. Moreau l'a rapidement évoqué. Je crois qu'il est très intéressant de cultiver au sein des organisations le sens, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure dans la deuxième table ronde, le sens du propos de Socrate, où il dit, juste avant qu'on le tue de ça, n'est-ce pas? On ne supporte pas qu'il dise, moi je sais une chose, c'est que je ne sais pas. Et le problème de ceux que j'ai rencontrés toute ma vie, c'est qu'ils ne savaient pas, mais ils croyaient savoir. Ça les rend un peu imbéciles, il ne dit pas comme ça. Mais nous sommes tous potentiellement comme ça, ne sachant pas qu'on ne sait pas. La question, c'est comment on fait dans les organisations pour cultiver l'ignorance comme une compétence. Je crois que ça, c'est une question cruciale pour les organisations. Évidemment, l'ignorance, docte ignorance, pas... voilà, vous m'avez compris. Je voudrais finir ce propos en citant Pascal, que je trouve remarquable sur les organisations et sur notre époque. Et dès que la cloche retentira de nouveau, je m'arrêterai, mais j'espère que Pascal, lui, ne sera pas tronqué. L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Je crois qu'actuellement, on voudrait faire l'ange, tout tenir sous contrôle, du coup déléguer tellement aux machines qu'on se déresponsabilise et on désapprend à vivre. Et ça n'est pas, à mon avis, très positif. Je finis même avant la cloche, je m'arrête là. Merci.